Moi, je suis Adaman Touré, je suis malien et je vis en Suisse depuis plusieurs années. Et puis, je suis très investi, évidemment, dans la communauté africaine en Suisse. Et je suis aussi très investi pour la paix et la stabilité au Mali et pour la démocratie au Mali. En effet, c'est vrai que je me présente toujours comme malien partout, hein, et je suis viscéralement malien. Vraiment très préoccupé par la situation au Mali. J'aimerais que le Mali aille mieux que ça. Et le Mali, parce que le Mali mérite beaucoup mieux que ça. C'est un pays qui est vraiment génial, multiculturel, c'est un carrefour culturel. Donc je suis très préoccupé par la situation politique au Mali, puisque pour moi, un pays qui a un tel passé prestigieux et qui se retrouve aujourd'hui à subir des coups d'État permanents. Et je vis ça comme une déchéance de civilisation. C'est comme un démenti à tout ce qui représente notre histoire, notre parcours en tant que vieille nation. C'est pour ça que je suis très investi aujourd'hui, parce que le Mali est en train de devenir, et ce que le Mali doit être demain. C'est notre génération qui devrait être aux affaires aujourd'hui au Mali, mais bien sûr par la voie démocratique. Comme disent les Allemands ou les Français, hein, que la France est une idée avant tout. Pour moi, le Mali aussi, c'est une idée, c'est un état d'esprit. Je vois le Mali comme un carrefour qui est pionnier dans notre région ouest africaine en termes de rayonnement culturel, en termes des patrimoines institutionnels, etc. Nous avons longtemps été un pays un carrefour culturel, un carrefour civilisationnel même. Pour moi, le Mali, c'est le miel de l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà ce que représente le Mali à mes yeux. Eh bien, ce gouvernement en exil marque la fin du régime de transition militaire, qui n'est plus une transition en vérité depuis longtemps en fait. Nous avons affaire à une ruse pour le maintien au pouvoir des autocrates. Et ces autocrates-là, ils nous ont fait croire au début qu'ils étaient dans une dynamique de transition, qu'ils allaient organiser des élections crédibles, transparentes, qu'ils allaient revenir à l'ordre constitutionnel, etc. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il n'en est rien. C'est pour ça qu'à partir du 26 mars 2024, date qui marque la fin du régime de transition selon leur propre décret, puisque le président autocrate de transition a décrété que son pouvoir s'achevait le 26 mars 2024. Et à partir de là, nous nous sommes dit, eh bien, à moins qu'il ait eu le Mali en butin de guerre, ce mec-là, si je peux m'exprimer ainsi, ne peut pas continuer à nous gouverner. L'initiative parle de moi-même, puisque j'ai d'abord convaincu mon parti, les dignitaires des institutions natives, Bemba Otiantabao, de rassembler autour d'un projet, pas autour du parti, mais autour d'un projet de gouvernement en exil. Et nous sommes allés avec un projet clair élaboré dans une lettre d'appel à la mobilisation citoyenne, vers autant les partis politiques que les personnalités de la société civile, les organisations de la société civile, jusqu'à la création du mouvement panel des démocrates. Ensuite, l'institution du gouvernement et du Parlement de transition en exil. Le Parlement a été créé le 18 mai et le 25 mai et le gouvernement a été élu par ce Parlement. Je suis délégué de mon parti au sein du Parlement en exil. Le Parlement en exil est composé des délégués des partis politiques et de la société civile. Donc moi, je suis le délégué du Parti dignitaire des institutions natives, qui est aussi le parti, on va dire, indirectement à l'origine du projet du gouvernement en exil, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes un jeune parti reconnu seulement le 7 août 2023 et nous sommes un parti fédéraliste, un parti coutumier, un parti qui porte un projet de... Oui, nous sommes un parti qui militons pour la réhabilitation des institutions natives, donc en l'occurrence les institutions traditionnelles maliennes. Et bien sûr, on parle des institutions autant politiques que les institutions sociales, culturelles, etc. Mais surtout, évidemment, les institutions politiques pour justement abandonner le modèle politique hérité de la colonisation. Eh bien, les Maliens ne plébiscitent pas Assimi Goïta. Ne confondons pas d'abord l'opinion publique et le peuple. Le peuple, c'est un tout.
Et le peuple n'a pas d'autre modalité pour s'exprimer que les élections en démocratie. Ou encore, il faut qu'on se retrouve sur la place publique à 20 millions de Maliens, c'est un peu compliqué. Ce qui reste, c'est les élections. On va dire les votations, puisqu'on peut aussi avoir... le peuple peut s'exprimer par les référendums aussi. Tant que le peuple n'a pas été consulté, personne ne peut dire que le peuple le plébiscite. Ça, c'est très important. C'est un cas très important à poser, puisque ces personnes prétendent incarner le peuple, mais ils embastillent le peuple. Ils ne laissent pas le peuple, ils ne veulent surtout pas laisser le peuple s'exprimer. Nous, on est un gouvernement légitime à plusieurs titres. D'abord, la Constitution du Mali nous octroie un droit fondamental qu'on ne trouve pas dans toutes les constitutions dans le monde. C'est qu'au Mali, je pense bien que c'est l'article 19 même de notre constitution, celle de 1992. Eh bien, cette constitution énonce ici que le peuple malien a droit à la désobéissance civile en face de la dictature. Ça veut dire qu'au Mali, dès que le peuple malien a affaire à un gouvernement autocratique qui ne détient pas le mandat sacré du peuple, eh bien le peuple malien a droit au soulèvement contre ses pouvoirs. C'est au titre de ces droits fondamentaux que notre gouvernement en exil s'est constitué pour organiser la résistance contre la dictature au Mali. Première chose. Deuxième chose, notre gouvernement a été créé par des exilés politiques, des hommes et des femmes de forces vives du Mali qui se sont retrouvés à l'étranger après la fermeture de la vie politique au Mali, la suppression de la vie politique au Mali. Je vous rappelle que le jeudi 20 juin 2024, 11 leaders politiques ont été arrêtés en violation de leurs droits, de leur liberté de se réunir. Je termine juste sur ce point pour dire que notre gouvernement aujourd'hui, nous nous posons en alternative contre la dictature pour que le peuple puisse évidemment trouver les outils et les accompagnements nécessaires pour se débarrasser de la dictature. Ça veut dire qu'au Mali, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas s'associer, on ne peut pas s'exprimer. Il n'y a que notre gouvernement qui peut faire ça. Donc nous organisons cette résistance-là pour libérer le peuple malien de la dictature d'Assimi Goïta. Donc voilà en quoi on est légitime. Et je précise ici que aussitôt les régimes militaires autocratiques tombés, notre pouvoir ne s'exercera pas sur le peuple malien sans qu'il y ait des élections. La finalité essentielle du gouvernement en exil, c'est un retour à l'ordre démocratique. Le gouvernement malien en exil a deux objectifs majeurs et plusieurs objectifs mineurs. Deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de congédier la junte au pouvoir au Mali, de fait. C'est de tout faire pour que cette junte, le Mali soit libéré de cette junte dictatoriale, évidemment, liberticide, ethniciste, populiste, isolationniste, complotiste, et j'en passe. Et nous allons tout faire pour libérer le Mali de cette junte, qui est vraiment une imposture en nul autre pareil. Nous donnons tous les moyens pour permettre au peuple malien d'exercer son droit au soulèvement contre cette dictature. Deuxièmement, nous allons proposer des réformes institutionnelles. C'est pour ça que nous sommes favorables à un nouvel ordre constitutionnel et pas au retour à l'ordre constitutionnel actuel. Ce nouvel ordre constitutionnel, ça passera justement par une nouvelle transition, mais une transition élue, avec un parlement élu. Cette nouvelle constitution, nous la voulons démocratique, nous la voulons fédérale, nous la voulons indigéniste et nous la voulons inviolable. Et nous avons pris un certain nombre de dispositions justement pour qu'elle le soit. Et les objectifs mineurs du gouvernement de transition en exil, c'est de représenter le Mali dans le Conseil des Nations avec un gouvernement honorable et un gouvernement légitime. Et donc notre gouvernement est à même de représenter le Mali dans le Conseil des Nations, de défendre les intérêts du Mali
Notre gouvernement n'est plus habilité à représenter l'État et le peuple malien dans les instances internationales. Donc notre gouvernement en exil va représenter le Mali dans les instances internationales en attendant que le Mali puisse être débarrassé de ces gouvernements autocratiques. Le gouvernement en exil travaille aussi sur plusieurs projets. Comme je l'ai dit, il y a le projet institutionnel. Nous avons adopté la charte de transition justement le 9 juin passé. Mais le Parlement va travailler sur même un projet de constitution, les réformes institutionnelles à venir. Mais ça restera en l'état de projet. Nous travaillons sur beaucoup de projets d'ordre culturel, économique, social, pour préparer la rentrée au Mali de ce gouvernement avec des projets clairs. Nous sommes très conscients des problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. Le Mali s'effondre économiquement, littéralement. Le Mali n'a plus d'électricité. Et je crois qu'un célèbre économiste dit que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si cette idée est vraie, c'est que le Mali n'a plus d'économie, puisqu'on n'a plus d'énergie à transformer. Nous travaillons beaucoup sur différents projets économiques, sociaux, culturels. Et nous travaillons aussi pour la paix au Mali, puisque au niveau du Parlement, le Parlement que je préside va engager des discussions de paix avec les insurgés, notamment les insurgés Touareg, peut-être aussi avec des groupes qui sont en belligérance avec l'État malien, pour préparer justement, pour contribuer à la paix, parce que le processus constitutionnel va de pair avec le processus de paix, ce qui n'a pas été le cas sous Assimi Goïta. Et le gouvernement en exil donc, travaille énormément sur tous ces dossiers-là. La charte de transition, on en a adopté une. Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que sinon, est-ce que nous allons nous soumettre à la charte de transition d'Assimi Goïta? Non. Le régime de transition d'Assimi Goïta, le régime politique même qui est contenu dans la charte de transition ne nous convient pas. On a un président hyper puissant dans le régime de transition d'Assimi Goïta. Nous, on ne souhaite pas cela. Donc, on a fait une charte justement pour nous doter d'un texte qui régit l'organisation et le mode de fonctionnement des organes de transition civile en exil. Sans document, on n'a pas un fondement juridique aussi au pouvoir de transition civile en exil. Et la charte aussi nous permet d'acquérir la personnalité juridique. Mais la charte aussi nous permet de nous projeter dans l'avenir, puisque la manière dont fonctionne le gouvernement de transition en exil reflète le projet constitutionnel que nous portons pour le Mali. En l'occurrence, un projet de démocratie parlementaire ou vestibulaire, nous préférons le terme de démocratie vestibulaire, où le président n'a qu'un pouvoir honorifique. Autant dire qu'il n'a pas de pouvoir exécutif. Et nous avons aussi un Sénat coutumier prévu dans la charte de transition civile en exil. Et la même charte sera aussi, ça c'est important de le dire, la même charte, elle sera soumise aux députés élus, à l'Assemblée élue, à la fin de l'exil, donc à la fin du pouvoir autocratique et militaire de la dictature d'Assimi Goïta. Cette charte ne s'appliquera pas aux Maliens avant d'être adoptée soit au référendum, soit par les députés élus du peuple malien. Nous ne voulons pas d'élection présidentielle, nous ne voulons pas de retour à l'ordre constitutionnel actuel. D'abord, revenir à l'ordre constitutionnel actuel, revient à faire une élection présidentielle. Faire des élections présidentielles aujourd'hui, c'est la garantie de perpétuer, de blanchir les coups d'État d'Assimi Goïta aux urnes aujourd'hui. Et c'est la garantie aussi d'étendre la perche à l'ancien régime déchu, qui a été déchu d'un élan populaire. Et faire des élections présidentielles, ça permettra à ceux qui se prétendent présidentiables, en l'occurrence les politiciens de l'ancien régime, de revenir encore se disputer le pouvoir et encore davantage cliver le pays. Donc nous savons que faire des élections présidentielles, c'est forcément nous plonger dans une crise post-électorale et même pré-électorale. Première chose. Deuxième chose, l'ordre constitutionnel actuel aujourd'hui
est complètement obsolétisée par les coups d'État survenus. La Constitution de 92 a subi pas moins de 4 coups d'État militaires, sans compter les coups d'État électoraux, les coups d'État constitutionnels. Il y a eu trop de coups portés à cette Constitution. Et la Constitution de 2023 d'Assimi Goïta, eh bien, c'est une Constitution qui a été anticonstitutionnellement élaborée. Donc, à quel ordre constitutionnel allons-nous revenir? Pour que le pays puisse tourner la page et faire une transition, pas une transition d'hommes, mais une transition des systèmes, il faut un nouvel ordre constitutionnel. Parce que nous ne voulons pas à chaque fois avoir le même problème et continuer toujours. C'est comme votre voiture fait des accidents et vous changez le chauffeur, ça continue à faire des accidents, il faut songer à changer de voiture. Donc notre système politique n'est pas bon. Le régime présidentiel n'est pas bon, autant pour le Mali que pour toute l'Afrique. Et nous avons la démocratie vestibulaire, coutumière, qui est une démocratie parlementaire, où le Parlement est l'épicentre du pouvoir et la clé de voûte des institutions, et où le président, ou du moins le chef de l'État, n'est qu'une fonction honorifique. Nous allons stabiliser ce régime parlementaire, parce qu'il a le défaut d'être instable aussi, par la collégialité gouvernementale. Et les régimes parlementaires avec des premiers ministres forts sont instables. Alors que dans notre cas, dans notre régime coutumier, qui ressemble beaucoup à la démocratie suisse, on n'entend jamais parler de renversement du gouvernement, d'instabilité politique ou gouvernementale en Suisse. Pourquoi? Parce que le gouvernement suisse est collégial et les 7 ministres sont élus par le peuple, par le Parlement directement. Ça correspond au modèle traditionnel coutumier malien. Et premier point. Le deuxième point, le Mali est trop centralisé. Nous avons affaire à un État, c'est du féodalisme républicain. C'est du fétichisme républicain que nous avons, puisque nous avons affaire à un régime républicain jacobin, ultra centraliste, confiscatoire et hégémonique. Hégémonique qui centralise tout le pouvoir dans la seule ville de Bamako et qui centralise tout le pouvoir de Bamako dans les mains d'un seul homme. Alors que le Mali, je l'ai dit tantôt, est une vieille nation multiculturelle. Et Bamako, dans l'histoire du Mali, Bamako ne compte que récemment. Donc il y a beaucoup de peuples qui ne se retrouvent pas dans ce régime actuel, qui se voient complètement confisqués. Les ressources des communautés autochtones sont confisquées, leurs droits politiques sont confisqués, leurs droits culturels et linguistiques sont piétinés. Tout ça du fait de ce système d'État unitaire jacobin, hérité derrière de la colonisation française. Pour changer tout ça, il faut des réformes constitutionnelles et donc il faut le fédéralisme coutumier. Le Mali est né sous sa forme fédérale. Depuis Kouroukanfouka et plus tard tous les empires, c'est le système coutumier qu'on trouve dans toutes les localités de notre pays, dans toutes les communautés ethniques ont ce mode de gouvernance qui est fédéraliste, qui est parlementaire, donc vestibulaire, et qui permet justement de restituer aux territoires locaux les pouvoirs que les colons blancs les avaient confisqués. Nous rejetons la posture même de décentralisation. Nous sommes dans une posture de souveraineté originelle des États coutumiers. C'est eux qui sont originellement souverains. On ne peut pas dire que Bamako et l'État, le bloc d'État malien détient la souveraineté originelle et que ce dernier va rétrocéder et laisser pouvoir comme il l'entend et qu'il va procéder à des découpages territoriaux comme il l'entend. Pour moi, ça c'est du charcutage territorial qu'on a assisté depuis 60 ans. On décide de comment découper les régions, on décide de mettre des gouverneurs sur la tête des gens dans les régions, et ce qui est un procédé purement colonial, ce qui est vraiment une posture, un paradigme purement colonial. Donc nous souhaitons modifier tout cela avec un nouvel ordre constitutionnel qui sera démocratique, fédéral, indigéniste et inviolable. Inviolable, pourquoi? Puisque l'armée ne pourra jamais, plus jamais,
lorgner le pouvoir avec le système que nous allons faire, puisque chaque fois que le pays sera en état de guerre, il y aura un général d'armée élu directement par le Parlement qui s'occupe des affaires militaires, de la conduite des opérations militaires sur le terrain. Et le gouvernement civil ne va pas conduire les opérations militaires et ne sera pas responsable des opérations militaires. Et donc, aucun militaire ne va prétexter de l'inefficacité du gouvernement pour aller renverser le gouvernement. Les puissances étrangères aussi, qui manipulent souvent nos pays avec la cooptation du président de la République, tout cela, ça va changer puisque nous allons avoir l'épicentre du pouvoir au Parlement. Et à moins qu'un pays se débrouille pour avoir les 140 et quelques députés maliens, plus personne ne pourra dicter sa loi au Mali ou caporaliser l'État malien avec, en mettant son pion à la tête du pays. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons ces réformes institutionnelles qui sont vraiment importantes pour que nous ne retombions plus dans les putschs à n'en pas finir. Je termine ce point par, je crois, un adage de ce scientifique Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas aller faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Nous ne pouvons pas garder la constitution actuelle de 92 ou celle taillée sur mesure pour Assimi Goïta en 2023. On ne peut pas restituer ces mêmes ordres constitutionnels et s'attendre à des résultats différents. Restituer ces ordres constitutionnels, c'est toujours rester dans le régime accidentogène, conflictogène, des coups d'État permanents, des coups d'État militaires et des coups d'État électoraux et aussi des vassalisations de nos pays à travers la figure du président qui est toujours manipulable et manipulé soit par une puissance ou par une autre. Puisque, je vous le dis, avec le système présidentiel, il y a certaines figures qui se disent présidentiables parce que souvent cooptées par telle ou telle puissance au détriment de l'intérêt majeur du pays. Donc c'est une confiscation de la souveraineté populaire et c'est pour ça que nous voulons que la souveraineté populaire reste au peuple et que cette souveraineté soit exercée par les représentants du peuple, le peuple en miniature, à savoir le Parlement. Et le Parlement, ici, sera de deux chambres. Le Conseil du peuple, où on a les élus du peuple, et le Conseil des États coutumiers, où on a les chefs d'État coutumiers qui siégeront. On appelle également le Sénat coutumier. Donc, cela nous permettra d'avoir une meilleure représentativité des territoires et des populations. Avec la démocratie actuelle et les déséquilibres démographiques que nous avons à l'avantage des grandes villes comme Bamako, le modèle d'État unitaire avec les élections au suffrage universel du président de la République, par exemple, deviennent très problématiques. Donc, avec le Parlement à deux chambres, nous avons un équilibre du pouvoir entre les territoires et donc les grandes villes ne seront plus hégémoniques et pour décider du sort de la destinée du pays. Oui, justement, le projet constitutionnel, d'abord, nous, on n'a pas vocation, le gouvernement en exil, qui n'est pas un gouvernement élu, qui n'a pas le mandat sacré du peuple. Nous n'avons pas encore été élus par le peuple malien ou ses représentants élus, en l'occurrence un parlement élu. Bien sûr, nous avions besoin et nous avions le droit d'élaborer une charte de transition pour justement régir le gouvernement de transition et le parlement de transition et l'ensemble des organes de transition. Ça c'est fait, ça c'est très important. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas un parlement pour la figuration dans ces projets. On a un parlement justement pour contrôler le gouvernement, pour élire le gouvernement, puisque le parlement a élu les 7 ministres du gouvernement, mais aussi pour conduire, pour élaborer un projet constitutionnel qui restera un projet et aussi pour conduire un processus de paix avec le concours et la participation active des insurgés, comme je l'ai dit, qui sont en rupture avec le gouvernement autocratique d'Assimi Goïta depuis la dénonciation unilatérale de l'accord de paix d'Alger de 2015, dénoncé en janvier 2023. Depuis ce temps, notre pays
ils risquent de se battre sur deux fronts, le front antiterroriste et le front des insurgés autonomistes ou indépendantistes. Et ce sera une guerre fratricide entre Maliens. Nous nous préparons à prendre le pouvoir au Mali, à chasser la junte militaire, à organiser immédiatement des élections législatives et à instituer le Sénat coutumier et ensuite à présenter ces projets de constitution au Parlement élu pour faciliter l'élaboration de la nouvelle constitution du Mali. De la même manière, l'accord de paix que nous projetons de signer avec les insurgés en belligérance avec le gouvernement, cela permet de créer les conditions d'une paix entre les Maliens et d'une union entre les Maliens pour lutter tous ensemble contre la dictature d'Assimi Goïta qui divise les Maliens et qui déchire, qui foule au pied un accord de paix sans capacité d'en signer un autre et qui aujourd'hui vraiment met le Mali au banc des nations. C'est vrai que la démocratie vestibulaire, en vrai, c'est la démocratie parlementaire. Ceux qui font, les juristes francophones comprennent plus ces termes. Mais en droit coutumier, il est préférable de l'appeler démocratie vestibulaire. On peut l'appeler aussi la démocratie sénatoriale ou parlementaire, comme je l'ai dit. Mais vestibulaire au sens que c'est la démocratie de concordance, c'est la démocratie de consensus. Le pouvoir n'est pas vertical, le pouvoir est horizontal. Les discussions se font dans le vestibule. Parfois les vestibules qui sont assortis de codes éthiques très contraignants pour y siéger. Donc un politicien corrompu ne peut pas entrer dans un vestibule sacré d'un chef coutumier pour aller siéger et délibérer. Il faut un certain nombre d'éthiques pour pouvoir entrer dans ces vestibules. Et donc, le vestibule ici, c'est, dans le système coutumier malien, c'est le lieu où le pouvoir s'est réuni, où les organes de pouvoir s'est réuni, autant le Parlement que le gouvernement. Donc, le Parlement, c'est le Grand Conseil, ou le Sénat. Donc ça existe dans notre tradition à l'échelle du village, du canton, du royaume, de l'empire. Et le gouvernement, c'est le petit conseil qui se réunit. On l'appelle aussi le conseil du chef de village, lorsque c'est au niveau du village, ou le conseil du roi. Et ça, le petit conseil, et c'est collégial. Le roi ou le chef de village, le chef coutumier n'exerce pas directement le pouvoir. Et donc, il fait confiance au Sénat pour désigner les notabilités, ou je ne sais pas, les ministres à même de gouverner ou de diriger son village ou son royaume. Et c'est eux qui se réunissent dans le vestibule aussi, avec ou sans la présence du chef de village, qui décide collégialement des politiques à mener. Le fédéralisme coutumier, c'est quelque chose qui est profondément africain. On n'a pas coutume de pouvoirs verticaux en Afrique, à l'exception des pouvoirs coloniaux et aussi des pouvoirs théocratiques, hérités aussi de la colonisation. On a eu des pouvoirs théocratiques qui étaient des pouvoirs verticaux, puisque le calife ou l'imam prétend avoir son pouvoir de Dieu, même si souvent c'est par la force qu'il acquiert ses pouvoirs, par l'épée, mais il prétend avoir des dieux et il l'exerce de manière verticale. Et dans le système coutumier, on a un fédéralisme coutumier. C'est d'ailleurs comme ça que les empires du Mali, que ce soit l'empire Songhai, Mali ou Ouagadougou, ont fonctionné comme ça. Les chefs, les États locaux restaient autonomes, voire indépendants. C'est eux qui décidaient de se fédérer pour créer un empire. Donc, ils se fédéraient parfois autour d'un des États qui est peut-être initiateur du projet de fédération ou d'union, mais chaque État gardait sa souveraineté originelle. Dans le cas de l'Empire du Mali, par exemple, les États qui faisaient partie de l'Empire du Mali gardaient leur pleine souveraineté, et du moins qu'ils concédaient seulement une partie de leur souveraineté à l'Empire. Ils gardaient leur système politique,
leur système judiciaire, leurs droits civils, ils gardaient leur langue, ils gardaient leur culture et le pouvoir central n'avait que quelques prérogatives. Et donc, c'est ça qui a fait que nous avons connu des empires prestigieux dans notre région. Sans cela, il n'y aura pas de Mali, il n'y aura pas de Mali. Sans cela, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des tensions dans notre pays. Donc, c'est un système qui nous permet de reconnaître les États coutumiers qui ont été démantelés par les colons pour créer ces machins d'États républicains unitaires dans lesquels nous entretenons aujourd'hui. Au Mali, il y a une vingtaine, voire 25 États coutumiers. Et ces États coutumiers ce n'est pas calqué forcément sur les représentations ethniques, mais ces États coutumiers, c'est forgé par l'histoire. Donc il faut un fondement historique. Sans le fédéralisme coutumier, nous sommes voués à un génocide programmé, puisque l'État central malien ne pourra jamais promouvoir ou même respecter nos droits culturels et linguistiques autochtones qui font toute notre richesse. Imaginez, depuis 1992, on a mis dans la Constitution que les langues autochtones sont reconnues comme des langues nationales. Et récemment, on a dit que c'est même des langues officielles. Mais pourquoi on ne peut pas matérialiser cela, concrétiser cela? Parce que l'État unitaire n'est pas formaté pour parler les 15 ou 35 langues du pays. Ce n'est pas possible. C'est dévolu aux États coutumiers locaux. Eux qui doivent avoir l'autonomie politique nécessaire pour avoir un système éducatif propre à eux, pour avoir leur chambre de commerce, pour avoir leur système judiciaire, pour avoir leur administration publique, pour avoir même leur académie des langues. Quelqu'un à Kidal n'a pas vocation à parler Bambara et il doit pouvoir parler le tamashek. Quelqu'un du Massina, il n'a pas forcément vocation à parler Bambara, alors que c'est un foyer Peul. C'est le foyer national des Peuls au Mali. Quelqu'un à Badiangara, il n'a pas vocation à parler Bambara. C'est des Dogons. Donc il faut un État local qui appréhende ces questions-là, qui puisse promouvoir ces langues et ces cultures autochtones locales. Tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes une nation multiculturelle et qu'il y a plusieurs nations ethniques qui composent le Mali et que ces nations ethniques ont forgé, enfanté des États coutumiers, certains de ces États sont eux-mêmes multiculturels. Vous allez au Massina, vous verrez des Dogons, vous verrez des Peuls, vous verrez des Bozo qui cohabitent ensemble. Ils parlent les langues des uns des autres. Donc c'est important, si nous ne voulons pas disparaître comme civilisation, de laisser de rétrocéder aux États coutumiers leur souveraineté originelle et abandonner ces paradigmes post-colonial qui nous confinent dans un projet d'autogénocide. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, ça nous confine dans une instabilité politique chronique. En plus, c'est une petite élite francophone, une caste d'élite francophone qui contrôle tout notre pays à Bamako. Ce n'est pas les gens de Bamako. Ce n'est pas même la population de Bamako. Et donc, c'est eux dont la langue, en l'occurrence le français, est la langue du travail de l'État et de fait la seule langue officielle du pays. C'est eux qui gèrent le pays depuis toujours. C'est eux qui sont dans les médias, dans la politique, dans les affaires. Et il faut changer tout cela. Il faut que chaque État coutumier puisse introduire, faire respecter, promouvoir sa langue, les langues autochtones de son terroir pour que notre pays puisse se développer et puisse se mouvoir et que nos civilisations puissent se développer et puissent acquérir du numérique, de la science, de la littérature. C'est de ça dont on a besoin. Sinon, on est voué à une régression, voire à une disparition culturelle programmée par le système actuel. Ça, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, nous continuerons à nous battre avec le gouvernement en exil
jusqu'à ce que nous parvenions à débarrasser le peuple malien de la dictature d'Assimi Goïta, qui est une dictature, ça ne se discute plus. Cependant, cette phase de transition est une phase de travail, est une phase de communion nationale, c'est une phase de processus de paix, comme je l'ai dit, c'est une phase d'élaboration de projets, y compris de projets constitutionnels, et surtout, le départ d'Assimi Goïta sera occasionné par le gouvernement en exil. Lorsque le pouvoir d'Assimi Goïta sera tombé, eh bien, il y aura la phase 2 de la transition. En vérité, techniquement, c'est une transition, mais en vérité, ça n'en est plus une, puisque à cette phase-là, le gouvernement en exil rentre au pays et organise aussitôt les élections. Bien sûr, nous allons laisser un peu de temps aux partis politiques de reprendre la vie politique, puisque Assimi Goïta s'est attelé méthodiquement à démanteler tous les acquis démocratiques et politiques, l'écosystème politique. Bien sûr, on a beaucoup à en dire des partis politiques au Mali, mais on a un écosystème politique qui est florissant et le gouvernement en exil laissera un peu de temps aux partis politiques pour reprendre les activités, pour se restructurer. Et ensuite, le secrétaire général du gouvernement en exil, ce n'est plus le gouvernement dans notre système qui organise les élections, mais le secrétaire général du gouvernement qui est toujours une personnalité sans appartenance politique, qui organise les élections. Et les élections, ce n'est pas d'élections présidentielles, c'est que des élections des députés. En vérité, le secrétaire général supervise, mais c'est les régions qui organisent les élections de leurs députés régionaux locaux. Bon, puisque nous travaillons beaucoup à rétrocéder aux régions leur pouvoir dans la dynamique du fédéralisme coutumier dont on parlait tout à l'heure. Donc le gouvernement en exil, à son entrée, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, suivant ce qui sera convenu avec les partis politiques qui ont besoin de reprendre les activités, va organiser les élections des députés. Et donc, ensuite, les députés seront élus pour élaborer la constitution, une nouvelle constitution. On sera en transition puisqu'on n'a pas une constitution en vigueur. C'est ça qui justifie qu'on est en transition. Mais démocratiquement, on n'est plus en transition puisqu'on a un pouvoir. Députés élus qui vont élire le nouveau gouvernement de transition. Pour ces réformes constitutionnelles, lors des élections législatives, il y aura aussi un référendum pour demander au peuple malien, les députés que vous allez élire là, est-ce que vous voulez qu'ils élaborent la constitution, une nouvelle constitution, oui ou non? Autrement dit, est-ce que vous voulez que ces députés, cette nouvelle assemblée qui sera élue, soit une assemblée constituante? Si le peuple répond par oui à ce référendum, qui sera fait en même temps que l'élection de leurs députés locaux, qu'ils choisissent par circonscription électorale, bien sûr, eh bien, on va entrer dans une phase de un nouveau processus constitutionnel qui sera assorti aussi toujours d'un processus de paix. Parce qu'il faut qu'on puisse parler aux insurgés au centre du Mali, comme au nord du Mali, comme à l'ouest du Mali, s'il le faut. Il faut qu'on parle à tout le monde dans un cadre des processus constitutionnels. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas tout à fait une transition au sens démocratique du terme, puisqu'on aura déjà un parlement élu qui va élire aussi un gouvernement. Et donc, ces processus constitutionnels, nous le voulons très lent, puisqu'il s'agit de refonder le Mali de fond en comble, mais vraiment sérieusement. Et nous allons parler à tout le monde. Le Parlement même va se délocaliser partout au Mali pour voir les sites culturels, les sites mémoriels, pour parler aux gens, pour découvrir les territoires, pour faire une constitution vraiment adaptée à notre pays pour de bon. Et lorsque ce travail sera fini, le peuple sera appelé à voter au référendum cette nouvelle constitution. Et je précise que nous allons donner au peuple le droit au référendum d'initiative populaire. La charte le prévoit déjà.
Et le projet de constitution que nous allons élaborer et proposer au peuple prévoit déjà que le peuple malien puisse avoir le droit d'initiative populaire. Il aura en ce moment une nouvelle constitution, la charte ne s'appliquera plus. Et la charte qui sera aussi d'ailleurs votée par le Parlement élu. La charte que nous avons élaborée en exil ne sera appliquée au Mali que lorsque le nouveau Parlement élu l'aura adoptée. Et vous verrez, ce n'est pas un fédéralisme qui prête le flanc à la division du Mali. Bien au contraire, nous allons entrer dans une ère de stabilité, de prospérité et de paix perpétuelle pour notre pays, et nous l'espérons, sous l'égide d'une constitution démocratique, fédérale, indigéniste et inviolable. Inviolable. C'est ça qui fait la beauté de la démocratie, puisque nous communiquons sur tout, y compris sur d'éventuelles démissions au sein du gouvernement en exil. Je ne pense pas que dans le gouvernement d'Assimi Goïta, il y ait une telle transparence sur ce genre de questions dans ce gouvernement autocratique d'Assimi Goïta. Effectivement, le gouvernement en exil c'est une œuvre extrêmement challengeante, extrêmement difficile. Nous avons une demande de démission, puisque la demande devra être acceptée par le Parlement qui a élu le gouvernement. En l'occurrence, le Parlement que je préside. Je parle ici de la demande de démission du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ag Ahmedou, qui a souhaité démissionner. Nous allons étudier sa demande de démission. Il faut savoir que le gouvernement en exil, les membres du gouvernement en exil sont persécutés, sont pourchassés. Et leurs familles, leurs belles familles, leurs proches subissent des pressions incommensurables de la part de la junte au Mali. Il y a bien sûr, on a parlé tout à l'heure de l'arrestation 11 hommes politiques de premier plan au Mali, mais qui parle de l'arrestation du beau-frère, du petit frère de telle ou telle personne du gouvernement en exil, par exemple. Donc, il y a énormément de pression sur les gens et nous comprenons maintenant d'ailleurs pourquoi nous avons beaucoup de parlementaires qui ont souhaité garder l'anonymat pour justement éviter des représailles sur leur famille. Et ça justifie en grande partie les démissions qui pourraient advenir au sein du gouvernement en exil. Il n'y en a eu qu'une seule, et c'est qu'une demande de démission. Et il y a de fortes chances que le Parlement n'accepte même pas cette demande de démission, puisque nous avons affaire à une personne de qualité qui a subi énormément de pression et qui nous sera très utile dans le gouvernement en exil et qui est aussi une pionnière de ces projets. Il fait partie des toutes premières personnes qui ont rallié ces projets. Et donc, c'est pour ça que nous allons tout faire pour que les pressions que nous subissons ne puissent pas décourager les personnes à continuer leur travail. Et je tiens à rassurer aussi que, compte tenu de toutes ces pressions que nous subissons, bientôt on aura des secrétaires d'État qui seront élus, qui seront nommés par le gouvernement et la décision sera ratifiée par le Parlement que je préside. Eh bien, nous acceptons l'anonymat des secrétaires d'État et même de certains ministres et des parlementaires, puisque c'est avéré maintenant que la pression sur leur famille est énorme et les menaces sont bien réelles. Mais nous ne reculerons pas, puisque nous savons que nous sommes maintenant la seule alternative à la dictature au Mali, qui a démantelé toutes les voies discordantes à l'intérieur du pays, qui a arrêté tous les hommes politiques qui comptent, tous les leaders d'opinion qui comptent dans le pays, sont soit arrêtés, soit en résidence surveillée, soit poussés en exil. Donc, le gouvernement en exil va sauver le Mali, va libérer ces prestigieux et vieux pays de la dictature d'Assimi Goïta. Vraiment, puisque vous savez que le 21 mai, il y a un groupement de partis politiques qui avait fait un communiqué pour se désolidariser du gouvernement en exil. Nous avons compris plus tard que justement, c'est des personnes qui avaient été, qui avaient subi des pressions considérables
pour se désolidariser du gouvernement en exil. Et c'est justement ces personnes, pour la plupart, qui viennent de se faire arrêter arbitrairement le 20 juin 2024. La situation est que au Mali, la vie politique est arrêtée. L'espace politique est fermé. C'est une dictature à nul autre pareil, du jamais vu dans toute l'histoire de notre pays. Les politiciens maliens, les partis politiques, les organisations de la société civile n'ont même pas le choix. Même ceux qui étaient réservés encore avec le gouvernement en exil ont compris que nous sommes la seule alternative. Et donc, les ralliements sont légion. Et nous ne rendrons pas publique la liste des partis politiques qui sont ralliés à nous, qui siègent au Parlement, qui ont des délégués au Parlement et qui travaillent dans les différentes instances du gouvernement en exil, puisque la représaille d'Assimi Goïta va s'abattre sur eux et leurs familles. Et je tiens à dire quelque chose ici qui est très grave. Vous savez, on peut être loyal, on peut avoir de l'adversité politique, on peut se combattre politiquement, mais c'est vraiment indécent de s'en prendre à la famille des personnes qui s'opposent pacifiquement à un gouvernement illégal, autocratique, et de s'en prendre à leur famille. Je trouve que c'est vraiment d'une indécence incroyable, et c'est contraire à toute notre coutume et mœurs au Mali. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, je tiens beaucoup à rendre hommage aux hommes politiques qui sont en prison au Mali. On ne peut pas en compter. Je vous ai parlé des 11 qui ont été arrêtés il y a tout juste 2 jours. Et beaucoup d'autres sont en prison. Beaucoup d'autres sont en résidence surveillée. D'autres sont en cabale dans le pays. Ils se cachent. D'autres sont en exil avec nous ici. Et donc, je tiens à les rendre hommage pour le courage qu'ils ont de s'être ralliés au gouvernement en exil, d'apporter leur soutien au gouvernement en exil, d'apporter leur expertise, de la technique, des idées, de se mobiliser pour que la dictature au Mali tombe. Et j'ajoute ici que ce n'est pas tout le monde qui a le logiciel politique que nous épousons, qui est ramener un nouvel ordre constitutionnel avec la démocratie vestibulaire parlementaire et le fédéralisme coutumier. Beaucoup de partis ne se retrouvaient pas, ne se retrouvent pas forcément dans ce système, et beaucoup de leaders de la société civile. Mais ça, c'est le projet du gouvernement en exil. Ça a été, élaboré comme ça dès le début, et nous y tenons beaucoup. Et nous remercions les mouvements et les partis politiques et les leaders de la société civile pour leur engagement au sein du gouvernement en exil, même si ces projets politiques des nouvel ordre constitutionnel n'étaient pas forcément le projet auquel ils avaient pensé. Nous sommes tous d'accord pour chasser la junte, pour arriver à libérer le Mali de la dictature, et nous sommes également tous d'accord que le gouvernement en exil a un projet politique de revoir complètement le Mali, et le Parlement est là pour travailler et discuter avec tout le monde, avec tous les délégués et sur ces projets, pour que nous puissions rentrer au pays avec un projet constitutionnel et un projet de paix pour notre pays. Le gouvernement d'abord a pris un peu de temps pour s'installer, ça va de soi. Et nous continuons à poser les bases d'ailleurs du gouvernement en exil. Ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sera tarder. Notre gouvernement sera reconnu à sa juste valeur comme le seul gouvernement légitime du Mali. Il n'y a pas un seul pays, à l'exception des 3 pays de l'AIS qui sont des pays qui se sont alliés, les 3 juntes militaires qui se sont alliés justement pour s'accrocher ensemble au pouvoir. À l'exception d'eux, il n'y a aucun pays au monde qui ne prête une attention particulière au gouvernement en exil. Et j'ajoute ici également que les démarches diplomatiques sont en cours. Ça prend le temps. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Mais ce gouvernement sera reconnu par un certain nombre de pays. Nous voulons rassurer les Maliens qu'il n'y a aucun pays qui contrôle le gouvernement en exil. Le gouvernement en exil de parvenir à faire valoir son combat pour la démocratie au Mali et son droit à représenter les valeurs et les intérêts du Mali
à l'international. Et c'est ce travail qui sera couronné de succès et donc de beaucoup de reconnaissance pour le gouvernement en exil. Et c'est ce travail qui est en train de se faire. Nous vous remercions pour cette interview remarquable qui nous permet justement de nous adresser aux Maliens et aux Africains qui ne connaissent pas le projet politique du gouvernement en exil. Nous les invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et nos prises de position.